Donc, merci tout le monde d'être parmi nous aujourd'hui. C'est la première fois que je fais un podcast en live, donc sans plus attendre, on va commencer. Louis, on s'est parlé à quelques reprises là, par le passé. Je pense que tu écoutais le podcast depuis un certain temps. Pour les gens qui ne te connaissent pas, là, est-ce que tu pourrais parler un peu plus de ton background? Oui, bien en effet, j'écoute le podcast depuis un certain temps. Puis d'ailleurs, merci beaucoup d'avoir fait cette entreprise-là, qui est quelque chose qu'on manquait au Québec, à mon avis, là. D'éduquer les gens sur les finances personnelles, c'est vraiment important, puis c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, premièrement, merci pour ça, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Par rapport à moi, j'ai commencé à investir de façon autonome à un jeune âge, en fait, là, dès que j'avais 18 ans, même avant 17 ans, je commençais déjà à m'intéresser à ça. Donc maintenant, ça fait 6 ans que je fais de l'investissement autonome par moi-même. J'ai appris sur Internet. Puis en 2017, le paysage québécois par rapport à l'investissement autonome était quand même assez petit. Là. Il n'y avait pas beaucoup de choix pour apprendre. Peut-être que c'est parce que je ne les connaissais pas non plus, là. Mais avec les années, j'ai commencé à m'intéresser à plusieurs chaînes YouTube, aller voir sur des groupes Facebook, puis tout ça. Puis en faisant mes investissements de façon autonome, là, ça m'a vraiment permis d'apprendre puis de me développer par rapport à ça. En parallèle à ça, j'ai commencé aussi à étudier dans le domaine financier. Donc, j'ai fait une technique en services financiers au Cégep de Lévis. Puis maintenant, là, je suis au baccalauréat en services financiers à l'UQAR. Puis j'aime bien m'impliquer aussi là, dans tout ce qui est connexe aux services financiers. Puis c'est quand même assez cocasse là, parce que ma première expérience dans les finances, c'était par rapport aux crypto-monnaies. J'étais technicien informatique dans une mine de crypto-monnaies. Oh, okay. Fait que ça m'a quand même donné beaucoup de perspectives par rapport à l'investissement. Parce que je te donne un exemple là, de ce qui m'est arrivé en 2017 pendant qu'il y avait une grosse bull run sur le marché des crypto-monnaies. J'ai carrément vu des gens là, se ruer dans parce que nous, notre modèle d'affaires, c'était qu'on hostait, dans le fond, des cartes graphiques pour les gens. Donc, c'est pour quelle compagnie? Ça s'appelait Crypto Solutions. Okay. Maintenant, ça n'existe plus, mais c'était quand même une grosse compagnie là, dans le domaine du hosting à Québec. Puis là, en 2017, décembre 2017, là, les gens, ils venaient, c'était incroyable là, à quel point il y avait de l'engouement, puis les gens voulaient leur carte installée pour hier, là, puis ils voulaient que ça commence à miner le plus vite possible. Fait que ça m'a un peu fait voir le FOMO, mais en réel, là, pas juste de le subir, mais de le voir chez des personnes. Là. Fait que ça a été un bel apprentissage aussi là, pour moi. Puis sinon, je travaille dans le domaine des services financiers depuis maintenant 4 ans. Donc, j'ai commencé chez Desjardins, puis j'ai gravi les échelons, puis tout ça. Toujours à temps partiel, mais j'ai quand même réussi à bien me démarquer. Là, puis, C'est super. Puis, pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, là, on pourrait peut-être directement plonger dans l'univers des finances puis de ton expérience en tant qu'investisseur. La première chose que je pense qu'il pourrait être intéressant d'aborder, c'est le fait d'avoir des attentes irréalistes là, en général quand vient le temps de parler de bourse, d'investissement. Moi-même, je le vois avec nos clients. Quand on en parle, souvent, on voit l'étincelle dans leurs yeux, puis les rendements sont hyper intéressés par la performance. C'est quoi un peu ton expérience par rapport à tout ça? Très bonne question. Là. Comme j'avais parlé, là, en rentrant dans le monde des cryptos en 2017, c'était la parfaite façon d'avoir des attentes irréalistes, en fait, là, parce que j'ai vécu vraiment 300% sur ce que j'avais mis en Bitcoin. Fait que, tu sais, ça forge des attentes irréalistes. Puis comme tu l'as dit, la plupart des gens qui commencent à la bourse, on se cachera pas que c'est pour faire du rendement, c'est pour faire de l'argent. Puis, ils veulent pas nécessairement avoir les mêmes rendements que, par exemple, il y avait déjà à la banque ou des rendements plus, je dirais, ordinaires. Là. Donc, souvent, les gens vont avoir des attentes irréalistes de l'ordre de peut-être 50 à 100% par année. Puis, ce qui arrive souvent, c'est que les gens, pour atteindre ces attentes irréalistes-là, il y a majoritairement 2 options. Aller dans des titres individuels qui sont d'habitude spéculatifs ou de très forte croissance, ou encore là, d'aller faire du trading, qui est quand même très commun, qui peut fonctionner pour certains. Personnellement, je suis pas fan de trading. Pour l'avoir essayé, ça n'a pas nécessairement pas fonctionné, mais je mettais vraiment beaucoup de temps, puis je voyais pas nécessairement le bénéfice de faire ça. Puis c'est aussi que j'aimais pas ça, en fait. Là, je trouvais que c'était comme trop répétitif, puis toujours... puis en fait, aussi, quelque chose que j'ai remarqué par rapport au trading,
c'est que même si tu prends les bonnes décisions, c'est pas nécessairement le bon résultat que tu vas avoir. Là. Fait que c'est pas nécessairement proportionnel à ton effort. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même difficile à accepter pour la plupart des gens, là, dont moi. Là. Fait que c'est quand même, je trouve ça quand même difficile de se dire que, mettons, tu mets 40 heures, 50 heures par semaine à faire ton trading, à analyser ce que tu fais, puis qu'au final, ben quelqu'un qui fait ça comme qui achète une action super spéculative ou du Dogecoin, mettons, puis ça monte, ben il peut quand même réussir à avoir des bons rendements. Fait que c'est ce côté-là que j'ai moins aimé par rapport au trading. Puis sinon, si on retourne pour les attentes irréalistes, on parlait peut-être du 50-100% par année que des gens souhaitent avoir en commençant. Puis tu sais, ce qui arrive, c'est que c'est quand même plausible parce qu'on le voit, là, il y a certaines actions, juste on peut penser à Tesla, qui ont fait ce type de rendement-là, puis que ça aurait été possible de le faire, mais c'est rare qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir que du Tesla, puis qui va surtout avoir acheté puis vendu au bon moment, parce que souvent, quand on commence, je donne un exemple, moi, la première action que j'avais achetée, c'était Facebook. Après le scandale de Cambridge Analytica, qui était aux alentours de 2018, puis, j'avais vu juste quelque chose sur RDI Économie qui disait que quand il y avait un gap down, il y avait comme environ 80% de chances là, que ça referme le gap down. Ce qui est statistiquement vrai, mais ce que j'ai pas pris en compte nécessairement, c'est que avant de fermer le gap down, ben, il y avait quand même une descente de 35-40%. Puis ça a donné que j'ai vendu complètement au bas. Puis après ça a remonté sans moi. Puis aujourd'hui, j'aurais fait quand même un bon rendement. Fait que juste d'avoir transigé mal, en fait. Là. La compagnie était bonne, mais j'ai mal transigé, puis ça m'a fait quand même perdre quand même du rendement. Puis pour le commun des mortels, là, c'est quoi un peu les alternatives pour justement, tu l'as raconté, oui, il y a des potentiels gains immenses, mais il y a aussi des pertes hyper importantes. C'est quoi un peu l'entre-deux pour réussir à débuter en investissement sans tout risquer? C'est une très bonne question, mais je pense que vous faites un très bon travail à expliquer aux gens les solutions et les alternatives pour investir par eux-mêmes. Donc, les FNB, par exemple, des FNB d'allocation d'actifs qui vont construire un portefeuille complètement diversifié avec un seul titre. Je pense que c'est vraiment une belle avenue pour faire ça. Puis sinon, c'est sûr que c'est possible d'aller dans des titres individuels aussi qui sont peut-être, je dirais, plus raisonnables, là, donc des entreprises avec une croissance, avec des bénéfices en fait, là, puis qui sont des entreprises qui vont performer puis qui ont une performance plus constante que des entreprises plus spéculatives. Mais je pense que pour le commun des mortels, ça vaut même pas la peine en fait de passer du temps à faire des analyses puis d'acheter des FNB, avoir des attentes réalistes. On parlait de gros rendements, mais les rendements comme en fait, un rendement historique de 1900 à 2022 pour tout ce qui est hors du marché US. J'ai choisi de parler d'hors du marché US, en fait, parce que le marché US a vraiment bien performé dans les 100 dernières années, 120 dernières années. Puis on peut dire que c'est un peu une anomalie, là, dans le sens que c'est pas parce que ça a bien performé dans les 100 dernières années que ça va continuer. Le rendement réel sur les actions, sur toute cette période-là, pour les actions globales, sauf les actions américaines, ça vient d'une étude de Crédit Suisse, c'est de 4,3 %. Donc, si on ajoute à ça l'inflation qui a été de 3 % environ pour la même période, on se retrouve à du 7,3 %. Ce qui est quand même un rendement intéressant à avoir, là, mais ce qui n'est pas nécessairement ce que les gens s'attendent quand ils commencent à entrer en bourse puis qu'ils veulent, surtout au début, souvent, on a un petit capital. Donc, la meilleure façon là, c'est la patience, en fait, là, parce que ça ne va pas être nécessairement de vouloir faire du trading, faire du rendement trop rapidement. Puis au début, quand on a un petit capital, ben, le taux d'épargne est la chose qui va le plus déterminer là, comment que notre compte va grossir plus que le rendement. Puis ça va aussi aux alentours de ce que l'Institut de planification financière dit comme ordre de rendement, donc 6,2 à 7,4 % pour les actions avant frais. Donc, pour avoir des attentes réalistes, je pense que c'est plus d'aller dans ces eaux-là là, pour commencer à investir. Mm-hmm. Puis, tu sais, maintenant, tu es le président du fonds ici à l'UQAR, j'allais dire UQAM, à l'UQAR, pardon. Qu'est-ce que tu as appris en tant que président? Parce que là, j'imagine que tu gères une certaine somme d'argent. Avant, tu l'investissais par toi-même. Maintenant, tu le fais probablement pour des clients aussi, pour la banque pour laquelle tu travailles. Qu'est-ce que ça t'a appris de plus là, pour
En tant qu'investisseur, mais aussi pour approfondir tes connaissances du marché? Bonne question. En fait, la première chose que ça m'a appris, c'est vraiment le côté de gestion, je dirais plus institutionnel, dans le sens que la plupart des gens qui vont commencer à investir par eux-mêmes, on recherche du rendement absolu. Donc, on recherche pas nécessairement à battre un indice. C'est sûr qu'il y en a qui veulent, par exemple, battre le S&P 500 et tout ça. Mais souvent, ce qu'on recherche, c'est vraiment un rendement. Alors que les institutions, ce qu'ils font la plupart du temps, c'est qu'ils ont un indice de référence. Puis, premièrement, il faut quand même que ça suive relativement bien l'indice de référence. Là, sinon, il y a toujours des comités qui vont faire en sorte que la personne ne va pas nécessairement prendre des décisions trop aberrantes qui viennent être complètement différentes à l'indice. Fait que c'est vraiment de se baser sur un indice, de se dire, OK, si je prends pas ce titre-là dans l'indice, ça veut dire que c'est un peu comme si je le short, donc comme si je le vendais à découvert. Parce que là, si le titre monte puis que je l'ai pas dans mon portefeuille, l'indice va mieux performer. Fait que vraiment d'avoir une perspective plus institutionnelle, dans le sens que tu regardes c'est quoi l'indice, tu as une attribution de performance, donc est-ce que c'est ma sélection de titres qui a bien fait performer mon rendement, ou alors c'est plus mon allocation par secteur, donc ce que j'ai choisi de mettre dans le secteur de l'énergie, le secteur des banques. Donc ça, c'est une des choses que j'ai apprises. Puis sinon aussi, complètement à l'opposé, c'est vraiment plus le côté humain puis de gestion parce que le fonds de placement étudiant, c'est vraiment un organisme à but non lucratif, puis il y a quand même on a quand même un CA, on a des rencontres avec un CA, on a des comptes à rendre. Donc, tout le côté plus de gestion d'entreprise en tant que tel, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris beaucoup dans cette année en étant président. Puis parlons-en, là, ça fonctionne comment un peu le fonds d'investissement? Est-ce que c'est les étudiants qui cotisent puis qui ont un retour sur investissement? Ou? Contrairement au fonds Alpha de l'Université Laval, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ici, c'est vraiment l'argent appartient à l'organisme à but non lucratif. Puis l'objectif avec ça, c'est éventuellement de distribuer des bourses aux étudiants pour leur implication dans le fonds de placement étudiant. Donc, c'est vraiment de l'argent qui est dans la compagnie, là, dans la société qui est enregistrée, qui un organisme. Puis, après ça, ces rendements-là vont être distribués éventuellement. Par exemple, en organisant une soirée comme ce soir, là, qui a été organisée par le fonds de placement. Donc, ça nous permet d'offrir à la communauté étudiante là, par l'entremise de ça. Puis, retournons un peu à l'investissement. Je pense que oui. Ça intéresse les gens qui sont là aujourd'hui. En termes de profil d'investisseur, j'ai l'impression que c'est comme la phase 1 d'une carrière en tant qu'investisseur. C'est quoi un peu les mythes entourant tout ça? Puis c'est quoi un peu ton expérience par rapport au profil de l'investisseur? Le profil d'investisseur, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant parce que le profil d'investisseur, c'est hyper psychologique, là. C'est comment ta personne va ressentir les émotions qui découlent des fluctuations de marché, puis par exemple des pertes ou des gains, comment qu'on va réagir par rapport à ça. Puis c'est certain qu'un conseiller peut aider à faire le profil d'investisseur. Par exemple, n'importe qui aujourd'hui peut aller sur le site de l'AMF, télécharger le profil d'investisseur. Ils vont donner des exemples. Par exemple, vous investissez 10 000, on subit une baisse de 3 000. Comment tu vas te sentir, puis tout ça. Mais ça a des énormes failles, là, parce que de voir ça sur un profil, puis de le vivre, c'est vraiment pas la même chose, là. Puis je pense que c'est impossible de ressentir c'est quoi ton vrai profil d'investisseur avant de le vivre. Puis ça peut être au niveau de prendre trop de risques, puis ça peut aussi souvent être au niveau de prendre pas assez de risques. Puis ça, c'est ce que je trouve un peu dommage, là, surtout pour des jeunes qui ont, par exemple, leur vie devant eux, puis qui vont gagner des bons revenus pendant de très longues années, puis qui nécessairement investissent dans, par exemple, des placements à terme, des CPG, qui ne vont pas nécessairement leur offrir des rendements qui vont leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Puis ces personnes-là, ils ont fait leur profil investisseur, ça dit qu'ils ne sont pas trop tolérants au risque, mais en fait, c'est peut-être parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement c'est dans quoi qu'ils investissent, puis peut-être même qu'ils pensent que, par exemple, en investissant dans une compagnie en bourse, il y a des risques de tout perdre. Ce qui est, dans une compagnie, oui, là, mais par exemple, dans des fonds communs ou dans des FNB, le risque de tout perdre est quasi nul, là. En fait, je m'avancerais pour dire qu'il est nul, là. C'est sûr qu'il va y avoir des fluctuations,
Mais pour quelqu'un, puis ça, c'est pas juste moi qui le dis, là, il y a Ben Felix de Common Sense Investing sur YouTube qui fait un énorme travail d'éducation. C'est plus technique. Mais par exemple, une des choses qu'il dit, c'est que pour un jeune, puis probablement que tu as déjà entendu ce concept-là, mais le plus gros actif pour quelqu'un qui est jeune, c'est sa capacité de travailler, sa capacité de gagner un revenu, ce qu'on appelle le capital humain. Puis de négliger ça dans son allocation d'actifs. C'est sûr qu'on peut avoir des objectifs plus court terme. Là. Par exemple, quelqu'un qui veut s'acheter une maison dans quelques années, ben, d'investir en bourse, c'est pas vraiment c'est vraiment pas la chose à faire. Par contre, si on a un objectif à long terme puis qu'on veut économiser pour, par exemple, notre retraite puis pas avoir à le faire trop en retard comme beaucoup de personnes que ça leur arrive, ben, de prendre pas assez de risques avec en plus l'inflation qui est à des sommets, qui fait éroder le pouvoir d'achat, mais ça peut avoir vraiment des impacts néfastes sur la retraite puis sur le fait que tu vas devoir mettre beaucoup plus d'argent pour atteindre tes mêmes objectifs. Mm-hmm. Parlons-en un peu des conditions actuelles. Tu sais. Bon, j'imagine que ton quotidien est quand même baigné dans l'analyse des marchés, veux pas, en tant que président. C'est quoi un peu l'état de la situation en ce moment avec les taux d'intérêt, l'inflation? Qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi ça arrive en ce moment? Très grande question. Très bonne question aussi. En fait, en ce moment, je dirais qu'il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. Puis je dis qu'en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est une caractéristique du marché, en fait, là, parce que l'incertitude dans le marché, c'est quelque chose qui va être tout le temps présente, n'importe quelle année. C'est sûr qu'il y a certaines périodes qui sont beaucoup plus incertaines que d'autres. Puis il y a d'autres périodes que, par exemple, tout le monde s'entend qu'il va y avoir une croissance économique, par exemple, je dirais à la fin d'une récession. Mais encore là, quand tu es dans la période, c'est difficile de dire qu'il va y avoir une croissance parce qu'on vient de vivre une récession, par exemple. Fait que je dirais que l'incertitude, premièrement, c'est vraiment une fonction du marché, là, puis c'est vraiment quelque chose qui va être omniprésent tout le temps dans l'investissement. Mais actuellement, c'est vrai que dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'événements. Là. On peut penser à la COVID. Après ça, on a eu comme des stimuli monétaires incroyables qu'on n'avait jamais vus auparavant, qui ont fait beaucoup monter le prix des actifs. Puis là, on a eu le retour du balancier, les taux d'intérêt qui ont remonté à des niveaux qui étaient plus normaux, là, je dirais. Là. Actuellement, c'est quand même des niveaux qu'on a plus vus auparavant. Puis... actuellement, on a le retour du balancier. Fait que là, les gens qui avaient commencé à investir en 2021, souvent, ils investissaient peut-être dans des actions plus de croissance. On peut penser, par exemple, au fonds Arch Innovation, qui était beaucoup axé dans des compagnies qui n'avaient pas nécessairement encore de revenus, mais qui étaient très prometteuses. Puis ça, quand les taux d'intérêt sont bas, c'est quand même logique que la compagnie vale cher parce qu'on actualise des flux financiers qui sont très loin puis incertains. Donc, c'est fondamentalement logique que la compagnie vale très cher, mais quand les taux d'intérêt montent, l'effet est vraiment dévastateur parce que les flux financiers qui sont probables d'obtenir dans 15-20 ans, ils valent vraiment plus autant que quand on avait des taux d'intérêt à 1-2 %. Donc, il y a eu ce gros effet de retour de balancier-là. Les compagnies aussi qui prenaient beaucoup plus de dettes, puis je dis les compagnies, mais en fait, même les individus, là, les individus qui avaient recours à la dette, je pense à des investisseurs immobiliers aussi, là, eux, ils ont subi vraiment un gros contre-coup, là, puis ils ont vraiment comme dû absorber des hausses de coûts énormes. Puis, tandis que les épargnants, c'est meilleur pour eux. Même si, par exemple, un épargnant conservateur qui a des obligations, le portefeuille d'obligations a baissé, mais son rendement attendu dans les prochaines années, il va être vraiment plus supérieur. Là. Donc, on peut s'attendre aujourd'hui dans des rendements obligataires d'environ 5 %, ce qui était comme ça fait vraiment longtemps, en fait, qu'on n'a pas vu des rendements autant alléchants là, dans le marché obligataire. Puis, tu sais, sur le podcast, en général, on parle régulièrement d'actions. Je pense que le concept est bien compris d'une action individuelle, une part d'une entreprise cotée en bourse. On achète des parts d'Apple, on achète des parts de Google, on achète des parts de Facebook. Mais pour l'univers obligataire, tu sais, le monde de l'obligation, pour les gens là, qui écoutent à la maison, est-ce que tu peux nous expliquer de façon simple qu'est-ce qu'une obligation puis pourquoi il fluctue comme ça en ce moment? Là? De façon simple, c'est de la dette, en fait. Là. C'est, par exemple, toi, Hubert, qui veut partir une compagnie, tu demanderais d'investir, par exemple, 10 000. On émet un coupon, une obligation, on fait un contrat de prêt entre nous deux.
Puis, tu me dis, je vais te rembourser sur 5 ans, le taux d'intérêt est tant. Puis, c'est pas plus compliqué que ça, là, en fait. Puis, ce qui fait fluctuer le marché autant, c'est parce que l'obligation, par exemple, si on fait le contrat, si on avait fait le contrat en 2021, puis que le taux d'intérêt, on fixe ça à 2,5 %, je crois à ton entreprise, puis t'es mon ami, fait que je te fais un bon taux. Puis après ça, 2 ans après, mettons, tu avais 10 ans pour me rembourser. 2 ans après, les taux d'intérêt sont à 5-6 %. Ben moi, je vais comme un peu regretter d'avoir fait un prêt à 2,5 parce que je pourrais aujourd'hui faire bien plus d'argent en investissant dans un autre prêt, en faisant un autre prêt. Puis ça, ben, c'est ce qui explique en fait là, les fluctuations dans le marché obligataire. C'est le coût d'opportunité d'avoir investi dans un prêt alors que les taux d'intérêt étaient faibles, puis que maintenant ils sont plus élevés. Donc, si, mettons, moi, je voulais vendre le contrat qu'on a ensemble à quelqu'un d'autre, mais la personne, elle ne voudra pas payer autant pour un contrat à 2,5 %. Elle va vouloir un prix qui reflète, en fait, un rendement de 6 %, je dirais, par exemple, pour une obligation corporative. Donc, il va falloir que moi, je baisse mon prix d'obligation, puis je dis, par exemple, au lieu de te le vendre à 1000, ben, je vais te le vendre à 700 $. Puis, tu vas pouvoir rattraper ton rendement là, avec le gain qui va subir là, avec les années. Donc, je pense que simplement, c'est ça. Après ça, c'est vraiment plus compliqué que ça. Mais le concept est quand même assez intéressant à comprendre. Puis souvent, quand les gens investissent niveau conservateur, on a souvent le choix entre obligation ou CPG. Donc, un CPG, souvent les gens, un CPG qui est un certificat de placement garanti, les gens vont aimer ça parce que le placement, il est garanti justement, puis on sait qu'on va avoir notre capital à l'échéance. Puis, ça ne fluctue pas, contrairement aux obligations. Tu sais, une obligation, par exemple, qu'on achète aujourd'hui, va fluctuer. Mais la seule raison pourquoi que l'obligation fluctue, c'est parce qu'il y a un marché pour ça. Si le CPG avait un marché puis qu'il était rachetable en tout temps, il y aurait aussi des fluctuations, mais c'est juste qu'il n'est pas rachetable. Donc, par exemple, si tu décides demain matin d'acheter une obligation du gouvernement du Québec, puis que tu la tiens jusqu'à échéance, ça va avoir exactement le même effet qu'un CPG, mais toi, tu vas l'avoir fluctué dans ton compte de courtage. Là. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui préfèrent les CPG, qui est quand même une raison de finance comportementale valable, dans le sens que il y a certaines personnes qui ne veulent pas voir leur placement fluctuer. Donc, dans ce cas-là, un CPG serait une bonne option. Mais par contre, tu payes au détriment de la liquidité. Donc, ton obligation, demain matin, tu peux la vendre, puis il va y avoir un acheteur pour. Alors que ton CPG, ben, il faut souvent des conditions particulières là, pour pouvoir sortir du CPG. Puis les CPG, évidemment, en bourse, il n'y a rien de garanti. Donc, j'imagine que pour les CPG, c'est l'institution financière qui prend le risque essentiellement. Puis parce qu'eux, clairement, ils ne vont pas faire un placement garanti. Ils vont aller l'investir en bourse, puis ils vont juste aller chercher des rendements stables. Oui, ben en fait, souvent, les institutions financières, ils font des prêts avec les CPG. Donc, par exemple, une banque ou une caisse va émettre un CPG au taux actuel de 5 %, je dirais. Puis, après ça, la banque va se retourner, puis ils vont aller faire un prêt hypothécaire aux alentours de 7,5. Donc, il y a quand même, ils vont se faire un rendement par rapport à ça. Puis, c'est un peu plus technique, là, mais les banques aiment ça aussi parce que ça augmente leur ratio de capital. Donc, ça leur permet de faire plus de prêts. Là, puis, c'est du capital de déposant. Donc, c'est du capital qui a comme une plus grande valeur pour eux, là, si je peux dire simplement. C'est intéressant. J'imagine que Desjardins, en plus, doivent en faire énormément, étant donné qu'ils ont une grande partie. Ils ont 60 % des hypothèques au Québec, je pense. En effet. Desjardins est un très gros joueur. Puis, c'est pour ça aussi que il y a beaucoup de placements garantis liés au marché qui sont octroyés par Desjardins là, parce que c'est quelque chose qu'ils aiment pour avoir du capital pour investir dans des prêts, justement. Puis aussi, Desjardins, c'est quand même une institution conservatrice dans leur gestion de capital, donc ils aiment avoir beaucoup de déposants, puis moins prendre de capital sur les marchés financiers. Parlons un peu de fiscalité. Oui. REER, CELI, CELIAP. J'ai l'impression que c'est de mieux en mieux connu, mais encore obscur pour plusieurs. Brièvement, la différence et l'avantage entre le CELI, REER, CELIAP.
Puis après ça, on pourrait parler aussi de pourquoi certaines personnes négligent la fiscalité ou pourquoi, tu sais, c'est pas assez vu. Donc, pour les différences entre les différents comptes enregistrés, souvent, ça va être utilisé pour certains objectifs. Donc, on peut penser au CELIAP, qui est le nouveau compte pour l'achat d'une première propriété. On en a beaucoup parlé, là, je pense même sur le podcast, on a parlé, vous en avez parlé plusieurs fois aussi. Là. Donc, je ne réexpliquerai pas nécessairement le concept plus que ça, là, mais c'est vraiment un compte là, pour pouvoir acheter une première propriété, qui est actuellement, selon moi, le compte le plus avantageux pour quelqu'un qui peut ouvrir, là, qui est admissible à ouvrir un CELIAP. D'ailleurs, je ne sais pas si ça va être encore sorti, mais pour les gens dans la salle, là, si vous avez un peu de temps, là, vous pouvez ouvrir votre CELIAP parce que ça va vous permettre d'avoir votre cotisation de 2023 que vous allez pouvoir utiliser en 2024 aussi. Donc, c'est quand même important, là, si vous voulez ouvrir un CELIAP, de le faire le plus tôt possible pour avoir votre 8 000 $ de cotisation qui va être disponible en 2024. Fait que ça, c'est pour le CELIAP. Puis pour, par exemple, le R3E, qui est un compte qui est quand même peu abordé, là, donc le régime enregistré d'épargne-études, qui va permettre d'avoir des grosses subventions du gouvernement vraiment intéressantes de l'ordre de 30 % pour les études de votre enfant. Fait que ça, c'est un compte qui est vraiment intéressant pour la plupart des gens. Puis sinon, après ça, pour un compte, je dirais plus pour soit de l'épargne ou pour de l'investissement pour la retraite, on va beaucoup avoir le choix entre le CELI puis le REER. Puis souvent, le CELI, c'est quand même bien compris de la plupart des gens. C'est assez simple. C'est de l'argent qui a déjà été imposé qu'on met dedans. Puis pendant qu'il est dans le CELI, il n'y a pas d'impôt, puis on le ressort, puis ça n'a pas d'impact sur notre déclaration de revenus. Mais je trouve que le REER est assez mal compris là, par beaucoup de personnes. Si je te pose la question de m'expliquer un peu c'est quoi les caractéristiques d'un REER, là, puis pourquoi les gens investiraient dans un REER. Mais je pense que l'avantage. C'est pas une question de piège. Là. Non, mais l'avantage du REER, c'est ultimement, on le sait tous là, pour sa retraite. Mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir plutôt, c'est pour un jeune, une personne dans sa vingtaine, la différence, le CELI-REER. Quand est-ce que c'est plus avantageux d'investir dans un CELI versus un REER, selon oui, pour le REER, souvent, c'est présenté comme une façon justement d'investir pour sa retraite. Puis, c'est un peu mal compris dans le sens que les gens, je lisais ça sur un groupe justement hier, là, est-ce qu'investir dans des REER, c'est bon? Puis il y avait des commentaires, c'était comme non, c'est pas bon, tu vas devoir payer beaucoup plus d'impôts à ta retraite que ce que tu payes actuellement, donc tu ne devrais pas investir dans un REER. Mais ce qui est souvent incompris, c'est qu'à taux de cotisation puis de retrait égal, donc par exemple, aujourd'hui, tu payes 35 % d'impôts, puis à ta retraite, tu vas payer 35 % d'impôts, l'effet est exactement le même qu'un CELI, dans le sens que tes rendements vont être à l'abri de l'impôt. Puis une façon qui est de voir ça qui aide pour, en tout cas, moi qui m'a beaucoup aidé à comprendre vraiment la nature du REER, c'est que, par exemple, si on a notre déduction à 35 %, si je mets 1 000 $, c'est comme s'il y avait 650 $ qui m'appartient, puis le reste, donc le 350 restant, appartient au gouvernement. Donc, il y a une partie dans le REER qui ne nous appartient pas. Donc, mettons qu'on regarde, souvent les gens ils vont regarder leur compte REER puis ils se disent « OK, j'ai 1 000 $ dans mon REER ». Mais la meilleure façon de le voir, c'est de se dire, puis c'est comme ça que l'Institut de planification financière recommande de le faire dans les bilans, d'enlever la charge d'impôt future parce que la charge d'impôt future, on sait qu'on n'aura pas le choix de la payer. Donc, en même temps, ça permet aussi de ne pas penser que l'argent qu'on reçoit en retour d'impôt dans l'année de cotisation du REER, c'est de l'argent gratuit, puis qu'on peut la dépenser, puis que j'ai 1 000 $ dans mon REER pour couvrir ça. L'argent que c'est comme si le gouvernement nous dit « OK, j'investis avec toi dans ton REER, puis tu vas devoir me payer 35 % au retrait aussi. » Fait que ça, c'est une façon de voir le REER qui permet de vraiment comme enlever tous les billets comportementaux qui sont par rapport à recevoir de l'argent dans l'année même puis à devoir en payer plus tard. Là. Puis souvent, les gens aiment mieux recevoir de l'argent. Puis c'est beaucoup utilisé aussi. C'est vendu comme ça dans le sens que, mettons, tu reçois une facture fiscale à la fin de l'année, tu vois, OK, je dois, mettons, 1 000 $ à l'impôt. OK, on va prendre des REER puis tu ne devras plus rien. Ce qui est pas nécessairement... ce qui est vrai dans l'année,
mais qu'après ça peut donner un peu des découragements quand c'est le temps de décaisser puis qu'il faut payer l'impôt là, sur le REER. Puis pour un jeune, il y a certaines situations là, parce que là, l'exemple que je parlais, c'était vraiment, par exemple, à un taux de rendement, un taux d'impôt égal à l'entrée puis à la sortie. Mais la beauté du REER, c'est que, par exemple, si aujourd'hui on fait des revenus vraiment plus élevés que ce qu'on va avoir à la retraite, on va pouvoir déduire un taux plus haut que ce qu'on va avoir à payer à la retraite. Puis, il y a un autre facteur aussi qui est à prendre en compte, c'est qu'on a les taux d'impôt provinciaux puis fédéraux. Puis, il y a aussi d'autres choses, comme par exemple le crédit de la TPS-TVQ. Moi, je suis étudiant, je ne fais pas encore un super gros revenu, donc j'ai des dépôts directs dans mon compte TPS-TVQ. Puis, ça, ce qu'on appelle le taux effectif marginal d'imposition, qui est un concept qui prend en compte vraiment tout ce qu'on doit payer pour un revenu supplémentaire. Donc, je donne un exemple. Là, j'avais sorti des chiffres pour un couple qui a 2 revenus, 2 enfants, avec des frais de garde de 10 750 par année pour le revenu familial qui passe de 80 000 à 85 000 avec les allocations familiales qui sont octroyées par le gouvernement. On a environ 55 de taux effectif marginal d'imposition. Donc, on est quand même nettement supérieur que le taux d'imposition qu'on voit, par exemple, sur des calculatrices d'impôts. Puis ça, d'ailleurs, vous pouvez aller le voir sur, par exemple, les courbes de la Ferrière, où il y a encore la chaire de fiscalité et de finances publiques de l'Université de Sherbrooke qui a des très bons articles là-dessus. Il y a aussi la calculatrice REER là, que vous pouvez chercher sur Internet. Puis, pour le même couple, là, si on retourne à leur décaissement, de 65 à 69 ans, qui ont un revenu, du revenu de pension admissible, donc bien partagé, pour le même revenu, donc de 80 000 à 85 000, on a environ 37,5 de taux effectif marginal d'imposition. Puis ça représente une économie fiscale sur le 5 000 de 875 $. Donc, c'est sûr que 875 $ comme ça, c'est peut-être pas nécessairement si énorme que ça, mais c'est le genre de choses qu'on peut répéter d'année après année, puis que ça vient vraiment s'additionner. Puis, si on le met plus en pourcentage, mais c'est 17,5 de rendement quand même qui peut représenter, par exemple, à 8 plus que deux années de revenus, là, 2 années de rendement. Donc, c'est pas à négliger. Puis c'est sûr que c'est peut-être moins intéressant à parler de ça que parler des rendements, de la bourse, puis tout ça. Mais je trouve que la fiscalité, c'est souvent négligé là, pour beaucoup d'investisseurs autonomes, puis beaucoup d'investisseurs là, tout court. Oui, puis parlons-en de quelques stratégies pour économiser de l'impôt. Tu en as nommé quelques-unes d'entre elles. Qu'est-ce que les personnes peuvent faire avec leur investissement pour se faire imposer moins ultimement? Oui, premièrement, bien utiliser les comptes enregistrés. Donc, il y a des petites stratégies là, qui peuvent faire des différences, comme par exemple le REER. Il y a une convention fiscale avec les États-Unis qui permet de ne pas payer l'impôt américain sur les dividendes. Donc, par exemple, dans du non enregistré, dans du non enregistré, c'est un peu parce qu'il y a un crédit d'impôt, là, mais par exemple, dans du CELI, quelqu'un qui reçoit un dividende américain va devoir payer 15 % de son revenu. Puis ça, il n'y a pas de façon de le récupérer dans un CELI. Tandis que dans un REER, il y a une convention, étant donné que c'est pour un régime de retraite, de annuler cet impôt donc ce withholding tax, là, je me souviens pas en français, de 15 %. Donc c'est quand même, ça peut représenter quand même des montants intéressants, là, surtout si on a des actions qui offrent des gros dividendes. Ça peut être une stratégie. Sinon, dans des comptes non enregistrés, on a le crédit d'impôt pour dividendes étrangers qui vient un peu contrer, dans le fond, les impôts qui sont payés dans d'autres pays étrangers. Donc, ça peut être intéressant, si on est rendu avec du compte non enregistré, REER, CELI, de mettre des investissements qui génèrent des revenus étrangers plus dans le non enregistré. Puis du côté du REER, souvent, ça va être beaucoup utilisé pour mettre du revenu fixe. Donc, la partie qui n'aura pas nécessairement tant de croissance que ça va pouvoir être mis dans le REER pour laisser de la place au CELI pour croître, puis en fait, pas trop déclencher de revenus à la retraite. Oui. Puis, tu as parlé de rendement là, à quelques reprises. C'est mon profil investisseur. On a parlé de fiscalité, spéculation et croissance.
On en a parlé brièvement, mais je pense que ça peut être intéressant, comment aller chercher une certaine forme de croissance ou du rendement. Parce que l'on a parlé de précaution, de différentes façons d'éviter le risque, mais ultimement, comment aller chercher de la croissance, c'est ce qu'on veut. Bonne question. Ben, je trouve que de prime abord, les gens confondent souvent spéculation et croissance, dans le sens que beaucoup de personnes vont se dire OK, cette entreprise-là, elle a beaucoup de potentiel, c'est une entreprise qui va avoir beaucoup de croissance dans le futur, mais il n'y a rien de fondé, il n'y a rien qui est actuellement fait. Puis, on paye beaucoup trop cher pour les bénéfices futurs. Je pense justement aux SPAC comme Lion Électrique. Il y avait eu la mise en bourse de Guru qui peut fonctionner souvent au début, là, dans 2021, quand c'était... il y avait aussi eu Nicolas. Puis c'était toutes des compagnies qui avaient du fort potentiel, mais qui livraient absolument rien actuellement, là. Donc, souvent, ça va être... Les gens vont être intéressés puis attirés d'investir dans ce type de compagnie-là parce qu'il y a une belle histoire alentour, ils ont une belle mission, puis on a enlevé à ces compagnies-là parce que c'est des très bonnes compagnies, mais souvent, c'est juste que quand ils vont être émises, étant donné qu'il y a beaucoup de croissance qui est anticipée, on va payer les bénéfices futurs beaucoup, beaucoup trop cher. Puis ça peut vraiment nuire au rendement là, qu'on va obtenir. Tandis que d'un autre côté, ce qui est plus croissance, ça va être vraiment des entreprises qui sont déjà établies. On peut penser par exemple au Google, au Amazon, au Facebook, qui ont des croissances de revenus vraiment très bonnes d'année après année, mais qui réussissent quand même à convertir ces revenus-là en profit puis en bénéfices pour les actionnaires. Donc, ces entreprises-là vont offrir des bons rendements qui sont plus safe, là, bien que ce soit des actions, donc c'est quand même assez volatile, mais qui sont beaucoup plus sécuritaires que des actions purement spéculatives que pour avoir un bon rendement, bien, il faut que, par exemple, la compagnie surperforme les attentes qui sont déjà très, très élevées là, dans le prix actuel de l'action. Mm-hmm. Puis, tu sais, bon, on parle de grands noms là, dans le domaine, comme par exemple Ray Dalio ou Warren Buffett. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens-là battent ultimement les performances des indices? Par exemple, Warren Buffett, si ma mémoire est bonne, il fait plus de 20% par année depuis au moins les 20 dernières années. Qu'est-ce que ça prend pour devenir un des top investisseurs en bourse? Je ne sais pas si j'ai l'autorité de répondre à ça, là, mais je vais tenter de mon mieux. Donc, Warren Buffett, ben, premièrement, dans ses débuts, il était vraiment... il lisait beaucoup, beaucoup plus que la moyenne. Là, donc, puis c'était à l'époque que l'information n'était pas autant disponible. Donc, il y a quand même une forte partie de son rendement, pas pour enlever ce qu'il a fait dans les dernières années, mais il y avait, en termes de pourcentage, il y avait beaucoup des grands rendements au début, quand, par exemple, il devait aller dans les bibliothèques pour lire des livres ou des états financiers de compagnies qui n'étaient pas nécessairement tant connus que ça. Puis j'ai vu récemment, j'ai pas de source par rapport à ça, là, mais que quand sa stratégie de cigar butt, d'acheter des compagnies qui étaient vraiment sous-évaluées, parfois il achetait des compagnies à 2 fois les bénéfices, ce qui est très, très rare. En fait, je pense même pas que ça existe dans le marché actuel, à part peut-être une compagnie vraiment méconnue. Mais lui, il arrivait à dénicher des compagnies qui étaient... pas regarder des analyses qui n'avaient pas de système nécessairement d'information non plus là, pour, par exemple, des Bloomberg Terminal ou des outils ou même du Yahoo Finance, Google Finance, tout ça pour aller trouver ces compagnies-là. Il n'y avait pas de screener puis tout ça. Fait que lui, son screener, ben, c'était vraiment de travailler plus que les autres puis d'aller lire plus que les autres. Fait que je pense que ça a quand même beaucoup contribué à son succès. Puis, bien entendu aussi, là, tout ce qui est, toutes les études qu'il a faites, tout ce qui est sa sagesse qu'il a acquérie avec les années. Lui, il investit, je pense qu'il avait commencé à investir quand il avait l'âge de 12-14 ans. Là, donc, il en a vécu beaucoup. Fait que je pense que ça, c'est vraiment un gros facteur dans sa réussite. Puis aussi, de toujours avoir une stratégie qui correspond à son cadre de compétences. Ça, il dit souvent ça. Au lieu d'aller dans les nouvelles trends qui sont à la mode, puis de vouloir surperformer avec des nouveautés, ben lui, il va se dire, OK, moi, je comprends c'est quoi des compagnies d'assurance, je comprends c'est quoi le Dairy Queen, par exemple, ou...
Fait que je vais investir là-dedans, puis je vais acheter la compagnie parce que ça a des bons rendements financiers, puis c'est parfait pour moi. Puis je vais attendre de vraiment bien comprendre la compagnie avant d'investir dedans. Je donne l'exemple de Apple, qui est présentement sa plus grosse position dans Berkshire Hathaway. Je crois que c'est la moitié de son portfolio. Quasiment, ouais. C'est peut-être même rendu la moitié, étant donné qu'il y a quand même une bonne performance. Là. Fait que c'est un portfolio quand même très concentré. Là. Si on met la moitié de notre portefeuille dans un titre, c'est parce qu'on a des grosses convictions que ça va bien performer. Puis lui, avant d'investir dans Apple, il a quand même attendu quelques années. Là. Je pense qu'il avait commencé à faire sa position en 2014, aux alentours de 2014. Puis, tu sais, il aurait pu investir avant parce que c'est sûr qu'il en entendait parler, puis il comprenait pas c'était quoi cette compagnie-là, il savait pas c'était quoi nécessairement l'intérêt, mais il faisait quand même ses recherches. Puis, à un moment donné, quand il se sentait confortable, puis qu'il trouvait que c'était le temps d'investir, ben il est allé à un bon moment aussi, là, parce qu'en 2014, il a quand même réussi à acheter Apple aux alentours d'un price-to-earning ratio de 10, là, ce qui est comme un peu impensable aujourd'hui là, pour une compagnie comme Apple. En ce moment, le pays est de combien? Très bonne question. Mais par cœur, je dirais peut-être aux alentours de 25-30. 25-30. Fait que il y a quand même une bonne expansion des multiples. Donc, d'attendre vraiment d'être confortable avant d'investir. Puis ça, c'est valable pour un investisseur autonome aussi. Là. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à investir sans nécessairement comprendre les compagnies. Puis peut-être même que ça va bien fonctionner au début. Donc, ils vont investir, puis ils vont avoir des bons rendements. Donc, ça leur forge une confiance, puis tout ça. Mais on s'entend que c'est pas nécessairement ça qui va permettre d'avoir des bons rendements à long terme, d'investir un peu dans des choses qu'on comprend pas nécessairement, puis d'y aller comme un peu plus au feeling. Là. Fait que de bien comprendre, puis de bien se renseigner, de bien se former, je pense que c'est vraiment primordial là, pour surperformer les marchés. Mais je pense, d'un autre côté, que la plupart des gens n'ont pas besoin de surperformer les marchés, en fait. Là. L'investisseur autonome moyen aucunement besoin de surperformer les marchés pour atteindre ses objectifs. Oui, parce que, clairement, on en a parlé. Je pense que l'histoire de Warren Buffett est intéressante, puis elle marque l'imaginaire de plusieurs investisseurs qui débutent. Mais ultimement, pour le quotidien, tu en as parlé brièvement. Les FNB, c'est un véhicule qui est intéressant. On en a parlé souvent sur le podcast. Mais est-ce qu'il y a d'autres stratégies mises à part l'investissement en bourse pour les gens qui veulent aller chercher un rendement? Je sais qu'on parlait peut-être d'immobilier, de REIT, entre autres, qui est un véhicule intéressant qu'on pourrait aborder là, au niveau fiscal également. Oui, les REITs, en fait, je voulais en parler un peu au niveau fiscal parce que je trouve ça super intéressant par leur structure qui est dans le fond une fiducie de placement immobilier. Ça permet de distribuer les revenus sans payer d'impôts. Donc, en fait, l'impôt va être payé dans les mains des détenteurs. Puis ça peut faire en sorte que, par exemple, si on le met dans un CELI, dans un REER, à ma connaissance, c'est la seule façon d'obtenir du revenu d'entreprise avec aucun impôt qui sera payé. Là. Donc, par exemple, si on regarde les états financiers d'une fiducie de placement immobilier, la ligne impôt est à 0. Là. Fait que, puis après ça, si par exemple on l'a dans un compte non enregistré, c'est sûr que là, ça ne serait pas avantageux parce qu'on va devoir payer des impôts au taux, le taux effectif d'imposition, là, donc vraiment le plus haut taux, comme par exemple pour un revenu d'intérêt, alors que pour un dividende canadien, un dividende déterminé, bien, étant donné que la compagnie elle a déjà payé sa part d'impôt, on va donner un crédit à la personne au particulier dans son compte non enregistré pour équivaloir à peu près là, un taux d'imposition global. Mais par contre, là, le REIT, premièrement, le REIT, c'est du placement immobilier, donc c'est quand même quelque chose qui peut être plus tangible, peut-être plus facile à comprendre pour certaines personnes, quand même assez relativement facile à analyser aussi comme type de compagnie. Puis, c'est ça, l'attribut fiscal de ne pas payer d'impôt sur le revenu d'entreprise est quand même super intéressant, quoique j'investirais pas dans un REIT juste pour ne pas payer d'impôt sur les revenus, là, mais c'est un petit fun fact à savoir, là, si je veux dire. Puis, parlons un peu de toi personnellement. Tu sais, je pense que tu as déjà une bonne carrière. Clairement, tu es le président du fonds là, de Lucar. Où est-ce que tu te vas dans 5 ans pour terminer l'épisode? C'est quoi tes objectifs dans l'univers financier?
Mes objectifs en fait, je veux toujours m'améliorer. Là. J'aime toujours ça apprendre, parfaire mes connaissances, puis toujours en apprendre de plus en plus. Donc, je dirais que ça, c'est mon objectif de vie, là, de toujours en apprendre plus, puis pas nécessairement juste sur la finance, là, mais je suis vraiment curieux de nature. Puis, dans 5 ans, en fait, là, de continuer à gravir les échelons du monde financier, là, puis de me faire une bonne réputation, un bon nom dans ce domaine-là. Puis aussi là, de m'impliquer dans tout ce qui est éducation financière. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que c'est une mission que, comme j'ai dit d'entrée de jeu, là, que vous êtes très bon pour promouvoir l'éducation financière, puis rendre ça intéressant aussi, là, parce que peut-être que pour certaines personnes, des choses que j'ai dit ce soir étaient un peu techniques, puis pas nécessairement tant intéressantes que ça, mais je trouve que vous amenez ça d'une façon qui est tellement ludique que ça donne le goût d'apprendre. Donc, de m'impliquer vraiment là, du côté éducation financière, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis, c'est ça, là, de toujours m'améliorer, puis de faire des choses qui me plaisent là, par rapport aux finances. Merci infiniment, Félix Kaya. Tout le monde, on peut donner une bonne applaudissement. Merci beaucoup, Hubert. Je crois qu'on avait une période de questions. Oui, donc si vous voulez poser des questions, vous pouvez vous rendre aux 2 micros qui sont présents ici. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre à toutes questions. Oh. Yes, le micro de... Allô? Oui, Voilà. ça fonctionne. Question pour vous. Vous avez mentionné Ben Félix. Oui. Ben Félix est très connu pour sa fameuse déclaration sur les relevances des dividendes. Oui. Une vidéo hautement citée par tout le monde. Ça m'amène à vous demander votre opinion sur la stratégie, justement, de l'investissement sur des actions qui fournissent des dividendes. Je suis vraiment content que vous me posiez cette question-là parce que c'est quelque chose qui est vraiment populaire là, en fait, pour un investisseur qui commence d'aller plus vers des actions à dividendes parce que c'est rassurant, en fait, là, de recevoir des dividendes à chaque trimestre ou quand l'entreprise en verse. Puis souvent, les investisseurs autonomes vont faire un peu l'erreur de se diriger vers des compagnies juste pour leurs dividendes, puis peut-être payer un peu trop cher aussi pour cette compagnie-là. Puis même aussi d'aller dans des stratégies peut-être plus complexes comme par exemple des split shares ou encore des stratégies de covered calls qui vont offrir des rendements de dividendes vraiment intéressants, mais que tu laisses sur la table le gain en capital, puis tu laisses sur la table des rendements qu'on pourrait obtenir. Puis pour revenir à ce que Ben Félix dit dans ses vidéos, le rendement de dividende ou le rendement en gain en capital, donc le rendement d'une augmentation de valeur de l'action, ne devrait pas influencer la décision d'investir dans l'action ou pas. Puis ça devrait être en fait la même chose dans l'œil de l'investisseur. Puis même qu'une compagnie qui offre un dividende, mais souvent ça veut dire qu'elle n'a pas nécessairement d'opportunité d'investissement à l'intérieur de l'entreprise, alors qu'une entreprise qui, par exemple, on parlait de Warren Buffett tantôt, Berkshire Hathaway a fait la décision de ne jamais donner de dividende parce que Warren Buffett se disait que ce rendement-là va être vraiment mieux investi par lui-même, puis il va être capable de trouver des opportunités d'investissement par lui-même. Puis il a totalement raison, là, puis ça ne fait pas nécessairement une entreprise comme Berkshire Hathaway moins intéressante, ça ne la rend pas moins intéressante, tandis qu'il y a d'autres entreprises comme dernièrement là, qui offrent des bons dividendes, on peut penser à des Bell, à des TELUS, que les gens achetaient plus justement pour le dividende, puis qu'il y a un peu eu l'effet des obligations. Donc, étant donné que présentement, c'est facile d'avoir du rendement alléchant dans des obligations corporatives, mais les gens ont délaissé les actions plus qui offrent des bons dividendes pour aller plus dans des rendements safe, là, donc d'obligations. Donc, en somme, là, c'est vraiment quelque chose qui est trop regardé par l'investisseur débutant, puis qui est trop rassurant pour quelque chose qui devrait pas être dans le processus de décision de l'investisseur.
l'investisseur devrait vraiment plus regarder les cash flows, donc les flux de trésorerie, les price, en fait, le prix qu'il paye pour un revenu net. Donc, tout ce qui est ratios qui ne seront pas affectés par les décisions du management, en fait, là, de verser un dividende ou pas. C'est vraiment une décision qui a été prise par le comité de direction de l'entreprise, puis ça ne devrait pas affecter une décision d'investissement. Donc, merci beaucoup pour la question. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oh! Yes, on m'entend bien? Parfait. Oui. Ouais, ma question, en fait, est quand même très simple. Demain matin, tu te réveilles, tu réussis à payer vraiment le strict minimum, donc ton loyer, ta nourriture, tout ça, mais tu n'as pas plus d'argent à investir. Mais tu as un héritage, tu as un montant là, de 1 000 $. C'est quoi ta stratégie, mettons, en partant, mettons, de partir, nouveau investisseur, tu as 1 000 $, qu'est-ce que tu fais, toi? En partant, ben c'est certain que... aimerais-tu répondre? Ou, Oui, tu renchériras. Tu avais dit 1 000 $, un héritage de 1 000 $. Je pense que l'important au départ, évidemment, c'est de régler les mauvaises dettes. Là. Donc, si, par exemple, tu as des prêts à 19 % de taux d'intérêt et plus, je crois que c'est la priorité. Évidemment, il y a des bonnes et mauvaises dettes. On n'en a pas nécessairement parlé, mais par exemple, un prêt hypothécaire considéré comme une bonne dette, une mauvaise dette, carte de crédit, prêt personnel. Puis entre les deux, on a comme un prêt auto. C'est tel quel. Puis après ça, un coup que les dettes sont vides, ce serait de voir où est-ce qu'on peut ramener le meilleur retour sur investissement. Pour certains, ça va être de réinvestir à même leur entreprise. Si, par exemple, la personne souhaite lancer un projet, bien, comme le dit Félix, ton capital humain ou tes capacités à créer puis à innover, il y a évidemment un bon retour potentiel après ça. Évidemment, les investissements classiques, comme par exemple la bourse et l'immobilier, seraient également des avenues intéressantes. Voilà, je ne sais pas si tu avais... Ouais, puis en fait, la question que je pensais que tu allais poser, c'est parce qu'il y a souvent des gens qui posent cette question-là, c'est par exemple pour un gros montant, là, c'est sûr que 1 000 $, on se poserait peut-être pas nécessairement cette question-là, mais pour un gros montant, est-ce que je l'investis tout de suite ou je l'étale sur une période? Puis ça, c'est quand même de la finance comportementale dans le sens que au niveau de la théorie, c'est mieux de l'investir tout de suite là, parce que le rendement attendu est meilleur. Mais d'un autre côté, si tu te sens pas bien de l'investir tout de suite parce que ça peut peut-être descendre, mais ça peut être une bonne idée aussi de l'étaler là, si c'est quelque chose qui... donc, de faire comme du dollar cost averaging, c'est quelque chose là, qui te rassure là, personnellement. Mais sinon, là, tout ce que Hubert a dit est très vrai et excellent. Là. Donc, de commencer par payer ses dettes, puis après ça, pour investir dans le marché boursier, mais je pense qu'il faut quand même... pour le faire par nous-mêmes, il faut quand même avoir des certaines connaissances. Là. C'est sûr que c'est quand même assez accessible, puis c'est facile à trouver sur Google. Mais il faut savoir un peu dans quoi investir, comme par exemple des fonds d'allocation d'actifs, ou sinon, aller voir un conseiller, c'est toujours une bonne option aussi là, pour qu'il puisse vous guider, puis vous donner des conseils qui sont vraiment propres à votre situation, parce que la situation de chaque personne peut être très différente. Exactement. Puis, Louis, tantôt, je avec Félix. Je parlais avec Félix au début. Puis, pas trop. Merci, Louis. En effet, il a totalement raison. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça allait? Merci beaucoup. Yes.